bienvenue à ce nouveau live de mars UNAMA, organisé par l'Union nationale de l'artisanat, des métiers, de l'ameublement. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Antoine Bessombe, tapissier et décorateur à Glolay dans le Tarn. Merci Antoine de nous partager ce moment. Alors, avec plaisir. Bonjour à tous, bonjour Peggy. Pouvez-vous nous commencer par nous présenter votre activité? Alors moi je suis tapissier d'ameublement, tapissier décorateur. Je fabrique tout ce qui est décor de fenêtres, rideaux, voilà, je pose des tringles. Je fais également la réfection de sièges, d'époque, de style, du contemporain. Je fabrique aussi de la literie, matelas de laine, sommier tapissier. Et depuis une dizaine d'années à peu près, la sellerie aussi automoto, dans les véhicules de collection principalement. Voilà, après, je me déplace aussi chez mes clients, je fais du conseil en décoration et du conseil technique suivant les chantiers. Et également du tissu tendu. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler également de votre parcours? Donc, moi, j'ai commencé l'apprentissage à l'âge de 16 ans. Après avoir passé le brevet des collèges, j'ai quitté l'école classique pour rentrer en apprentissage dans l'entreprise familiale. J'ai passé 2 CAP, un garniture et un couture décor. Ensuite, je suis allé faire un brevet professionnel à l'école de la Bonne Graine, co-gérée justement par l'UNAMA, à Paris. Voilà. Et après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait encore une année de salarié en tapissier. Ensuite, je suis allé travailler un an dans une structure commerciale différente, mais pour apprendre plus la partie commerciale. Et ensuite, je me suis installé à l'âge de 24 ans. D'accord. Je vous propose qu'on découvre quelques-unes de vos réalisations. On va les afficher. Et... Donc là, vous avez un fauteuil Louis-Philippe en acajou avec un damas et un tissu avec de la soie, ce qui donne ce côté très brillant. Voilà, ça c'est vraiment le travail classique du tapissier, garnissage crin, travail traditionnel comme je l'ai appris dans ma formation. Là, c'est un fauteuil coquille Napoléon III. Celui-là, je le trouvais joli, déjà très original et assez technique à réaliser. Le repose-pied, pas d'origine, on l'a fabriqué. Façon duchesse brisée avec le petit cintre qui s'emboîte dans le cintre, dans le bombé déjà existant du fauteuil. J'ai beaucoup aimé cette réalisation avec un côté un peu façon traitée un peu contemporaine, le mélange des deux textiles, des deux matières, un velours et puis côté toile brodée sur l'arrière, j'aimais bien. Alors ça, c'est une bergère de style Louis XV, donc fauteuil copie qu'on trouve assez fréquemment. Donc elle a été décapée, on a fait une laque bleue et dessus le tissu à motif est une impression numérique et après un coordonné avec un uni, un velours uni. Ça c'est une réalisation que j'ai faite pour la vitrine. Là aussi, vous avez à nouveau une impression numérique sur une base satin, mélange cuir et impression numérique sur des clubs. Voilà, les clubs qui sont ceux-là d'époque. Et donc, voilà, ceux-là ont été montés en mousse. Et voilà, le mélange des matières, je trouvais le mélange des matières assez intéressant pour être souligné.
Alors, est-ce qu'il y a une question, c'est ça? Les impressions sont faites dans votre boutique? Non, les impressions, c'est de l'impression numérique sur des textiles achetés dans les maisons de tissus. Alors là, c'est des fauteuils qui au départ n'avaient pas une grande valeur. C'est une copie des années 60. La structure, je crois que la base c'est du H et H, donc c'est pas quelque chose de qualité au départ, mais la structure en métal était de bonne qualité par contre. Donc on a enlevé tout ce qui était cuir, mousse et sangle de soutien, tout a été refait à neuf. Et donc on les a refaits comme ils auraient dû être faits s'ils avaient été faits de bonne qualité, en cuir. Ça c'est aussi, je trouve, des choses assez originales. Voilà. Ça rappelle un peu le travail de la sellerie qu'on va voir un peu plus tard. C'est un peu des travaux qui se ressemblent. Donc ça, c'est une paire de canapés plutôt classique. C'est un travail, c'est des canapés qui ont été fabriqués dans la ville à côté de chez moi, à 15 km à peu près. Et il y a quelques années, il y avait deux grosses structures qui fabriquaient de l'ameublement. Et c'est pour ça que j'ai voulu les présenter parce que c'est des canapés fabriqués dans le temps et puis restaurés dans le temps. Voilà. C'est des petits clins d'œil locaux. À nouveau, une paire de fauteuils club montés avec un tissu là. Voilà, une fabrication traditionnelle. Un fauteuil Louis XIII, donc plutôt une copie du 19e, mais refait intégralement en cuir. Comme Grouillé est une cité de cuir, j'ai pu mettre des fauteuils faits en cuir. Alors, celui-là, alors ça, c'est un ensemble Louis XVI du 19e aussi, fini doré. Donc, la structure du bois était dorée. Et vous avez aussi dessus une impression numérique. Ceux-là sont garnis en crin, en traditionnel, bergère marquise. Vraiment un bel ensemble. À nouveau du cuir, fauteuil club traditionnel, monté en bord suspendu, coussin en plume. Et là, alors un cuir vraiment très beau en qualité, une pleine fleur, tannage végétal, voilà. Un boulot intéressant. Encore du cuir. Celui-là, il est dans le 7e arrondissement, c'est pas très loin de l'UNAMA. Donc ça, c'est un canapé Napoléon III, capitonné, et donc refait en cuir. Voilà, la cliente était américaine, donc ça lui rappelait un peu un Chesterfield. Elle a voulu le refaire en cuir. Fauteuil stressless. Donc ça, c'est des choses qui se rapprochent aussi de la sellerie dans les techniques de fabrication. Et c'est du fauteuil contemporain qui sont sur le marché, qui ont quand même une certaine valeur, que je refais régulièrement. Un décor de fenêtre, voilage lin, tringle inox brossé, et après rideau en soie. Voilà. Ça, c'est une bâche de 403, utilitaire.
Et donc ça, c'est un travail aussi que j'aime bien, un peu différent de la tapisserie, mais ça reste de la couture. Prise de gabarit, mesure. Bon, c'est assez intéressant aussi à faire. Et là, on retrouve la toile d'origine. L'usine existe encore qui fabrique la même toile que lors de la fabrication de la 403. Donc on retrouve exactement la même toile dans la même usine. Les collectionneurs sont très attachés à faire vraiment des choses à l'identique. Ça, c'est un Chevrolet pick-up des années 30. Intérieur, donc j'ai refait la banquette, l'assise, le dossier, les panneaux de porte et les montants arrière et le ciel de toit. C'est monté, à cette époque, on n'avait pas de plastique, donc toutes les structures sont en métal. Les panneaux de porte sont en métal et la structure d'assise est en bois. Et voilà, c'est pareil, c'est un boulot en collaboration avec le client et carrossier. Et moi, ça me plaît beaucoup de travailler avec des gens qui sont passionnés comme ça, qui vraiment mettent du cœur à restaurer un véhicule. Ça me fait plaisir d'intervenir sur ce genre de choses. Ça, c'est une 205 CTI. Alors, ça parlera peut-être à quelques-uns d'entre vous. C'est une voiture qui est assez connue, CTI, ou c'est la version GTI cabriolet. Donc la 205 GTI ou CTI, c'est le même travail. Voilà, donc restauration entière de siège, pareil, mise à la norme comme à l'origine. Ça, c'est une fabrication, une création, celle de moto et fausse sacoche. Donc ça, c'est un custom, donc une moto qui a été transformée. Donc, tout est refabriqué, toutes les pièces sont refabriquées. Donc la selle n'existe pas. Donc là, il ne faut pas dupliquer, il faut fabriquer. Donc prise de gabarit sur la mousse en accord avec le client. Et puis fabrication des fausses sacoches. Voilà, la sellerie classique. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, vous avez répondu tout à l'heure à la question de Séverine sur les impressions. Oui. Donc, effectivement, elles ne sont pas faites dans votre boutique. Et nous avons eu aussi le commentaire de Marion qui nous disait que le fauteuil coquille était magnifique. Oui, je suis d'accord, ouais. C'est vraiment une belle pièce. J'ai aimé ce travail. Ouais. J'aime bien les défis, donc monter en velours, c'est pas évident dans des cintres comme ça, dans des formes cintrées. Mais... Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à Antoine. Séverine nous dit également prestations très variées, bravo, votre travail est très beau. Merci Séverine. Alors, Antoine, vous êtes également élu à la Chambre des métiers de votre département. Pourquoi cet engagement et quelles actions menez-vous? Alors, à la Chambre de métiers du Tarn, d'être élu à la Chambre de métiers du Tarn, c'est déjà être présent sur le territoire et une représentation métier d'art, ameublement et d'être, comment dire, d'être présent en chambre de métier, c'est quand même essentiel pour défendre nos intérêts dans nos activités. Et nos actions à la chambre de métier, nous faisons par exemple la visite des territoires. Donc on fait un binôme élu-technicien. On va voir les entreprises pendant une journée. On présente la chambre de métier. Mais aussi on fait des ateliers, par exemple ateliers métiers d'art, ce qui nous concerne aujourd'hui, qui vont prévoir des manifestations, on met en place des expositions. On arrive à faire 2 expositions par an entièrement gratuites qui durent un week-end, un samedi, un dimanche, même des fois on commence le vendredi.
Et on leur offre même le repas, ça coûte rien aux artisans. Donc ça, c'est grâce aux gens qui sont élus métiers d'art à la Chambre des métiers, travail qui est effectué. Et après, il y a aussi toute la représentation globale Voilà. de l'artisanat. Et donc, par exemple, sur la ville de Broyers, là où je me situe, on travaille avec la mairie pour faire avancer le projet Territoire zéro chômeur. La Chambre de métiers est invitée, donc je participe aux réunions du Territoire zéro chômeur. Les villes pilotes, un peu dans ce... On a un fort taux de chômage sur la ville de Broyers. Donc, on est pilote sur le Territoire zéro chômeur. Et là, je vais participer aux réunions en tant qu'artisan pour faire des propositions et dire les besoins des entreprises artisanales. Voilà un peu le rôle d'un élu chambre de métier. Et ça vous prend beaucoup de temps par rapport à votre activité? Alors, on n'est pas obligé. Quand il y a des réunions, ils vous demandent si vous êtes disponible. Je dirais que ça me prend... en étant au bureau, je dois avoir 4 réunions par mois ou 5 réunions par mois à peu près. On les fait le soir à 17h30 et en général, on mange un plateau repas et puis on rentre vers 21h30, 22h pour pas bloquer les gens toute la journée. Alors, non seulement vous êtes investi à la Chambre des métiers, effectivement, de votre département, mais vous êtes également investi dans le volet formation tapissier, ameublement et décor au bénéfice de la profession. Comment est-ce que se déroulent ces formations? En quoi consistent-elles? Alors, les formations, si vous permettez, je voudrais déjà présenter la mise en place des formations parce que c'est quand même beaucoup de travail et on ne se rend pas compte souvent du travail en amont qui est fait pour préparer une formation. Pour préparer une formation, il faut déjà qu'on définisse les besoins. Ça, c'est souvent vu quand Patrick fait la visite en assemblée générale, se déplace. On analyse les besoins des personnes et par rapport à ça, on définit une formation. Ensuite, il faut réunir environ 8 personnes en même temps et au même endroit. Trouver une salle, la louer, appeler les personnes. Moi, quand je fais une formation, par exemple, sur du garnissage siège, je les appelle individuellement pour vérifier qu'ils aient bien compris, que le siège rentre bien dans le critère défini et aussi commander les fournitures en fonction par rapport au siège qu'ils voudront faire. Ensuite, partons sur la base, par exemple, d'une formation siège, garnissage. Au début, la formation se déroule, on accueille les participants, je leur ai préparé, je leur montre comment va se dérouler la formation, et puis ensuite, il y a la mise en pratique qui va se dérouler sur 3 jours. Et au fur et à mesure de la mise en pratique, on fait des pauses, on regarde les difficultés. En général, avant midi, on fait une petite pause, on regarde les difficultés avant d'aller se restaurer, on regarde toutes ces difficultés, on analyse tout ça, et à chaque fin de journée, on fait le tour de chacun pour voir les problèmes qu'ils ont eus et puis en même temps faire comprendre aux autres les différences, les méthodes qu'on a utilisées pour apprendre le fauteuil. Et au fur et à mesure, on évolue comme ça jusqu'à garnir complètement un fauteuil. Et puis après, la formation évolue par rapport aux questions aussi posées, aux difficultés rencontrées. Voilà. Et ces formations ont lieu régulièrement? Alors, le système des formations, c'est compliqué parce qu'il y a un système de remboursement très aléatoire. Donc, ça dépend un peu des budgets qu'il y a pour monter les formations. Et donc, on ne peut pas définir trop ça à l'avance. Là, on sait qu'il va y avoir une difficulté financière à cause des charges sociales qui n'ont pas été payées sur la période de Covid là, de 2020. Donc, a priori, il devrait y avoir un peu de difficultés pour monter des formations.
Mais après, ça devrait à nouveau se réguler et repartir. Puis ça Repartir à la normale. dépend de la demande également. Mm. Il faut quand même trouver 8 personnes qui aient la même demande et qui soient disponibles en même temps. Mm. Alors, nous avons une question de Marion qui nous demande si vous avez des salariés. Non, je n'ai pas de salariés. Je travaille en collaboration avec d'autres entreprises quand j'ai besoin. Sur la couture, le rideau, voilà, mais je n'ai pas de salariés. Séverine nous pose également cette question. Organisez-vous des sessions sellerie, travail du cuir, qui ne sont pas forcément abordées dans le cursus tapissier garnisseur standard, formation courte ou longue? Non, enfin, sellerie, alors moi, la sellerie, je l'ai développée au fur et à mesure de mon activité par rapport à la demande de mes clients, mais je suis pas sellier au départ, je maîtrise pas tout en sellerie. Donc, par exemple, les capotes de voiture, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et puis moi, j'ai une boutique en centre-ville, je ne peux pas rentrer les véhicules. C'est pour ça que je fais principalement de la voiture de collection, parce que les gens peuvent stocker le véhicule chez eux, on démonte les fauteuils, je les prends à l'atelier. Donc il y a un petit souci technique pour moi si je dois intervenir sur les véhicules. Je ne peux pas faire, donc comme je vous disais, je ne peux pas prendre les véhicules chez moi. Et donc non, j'ai jamais fait de formation en sellerie. Disons que c'est pas quelque chose que je maîtrise aussi bien que la tapisserie. Voilà, je maîtrise quand même pas tout en sellerie. Comme je vous disais, par exemple les capotes de voiture, des choses comme ça, je n'ai jamais fait. Très bien. Charles, également, une question. Formation tapissier Villiers, point d'interrogation. Quand la prochaine? On peut y travailler, je sais pas. Il faut qu'on voit ça avec Patrick. Pourquoi pas, hein. Là, je peux pas lui répondre sur des dates. Ok. Mais on va prendre en compte sa demande. Exactement. On s'adressera donc à Patrick aussi. Alors, vous êtes aussi investi à l'UNAMA, justement, depuis plusieurs années. Pourquoi est-ce que être acteur de ces actions de l'UNAMA est-il important pour vous? Ben, l'UNAMA, ça fait partie d'une boucle, hein. L'UNAMA, l'U2P, les chambres de métiers, les métiers d'art, tout ça, c'est indissociable. Et, et puis, moi, j'aime bien le côté aussi convivial, rencontrer ses collègues. C'est tout ça aussi, l'UNAMA. C'est des gens sympathiques. Le slogan, c'est vous n'êtes pas seul. On sort de l'atelier, comme quand je vais à la CMA. Seulement, quand je vais à la chambre, je côtoie des artisans du bâtiment, des artisans des métiers de bouche. À l'UNAMA, on est plus dans l'activité pure, le métier, l'ameublement. Et l'UNAMA, c'est quand même notre identité professionnelle. Quand on arrive en chambre de métier, on est identifié comme ça. Donc, pour moi, c'est indispensable et, comme je vous dis, ça fait partie d'un tout. Indispensable, voilà, c'est le mot qu'on va retenir. Juste pour revenir à la sellerie, donc Séverine nous disait le résultat semble très réussi pour un autodidacte en sellerie. Chapeau. Ouais, j'ai quand même appris la couture et ça reste de la couture. Je suis pas autodidacte en couture. Donc quand on apprend à coudre des sièges, des coussins, c'est juste une adaptation des techniques. C'est pas tellement différent. C'est vrai que ça fait peur un peu au début, je peux comprendre. Moi, le premier, j'ai eu quelques doutes quand j'ai commencé au début la sellerie. Puis finalement, on en fait un, on en fait deux, on en fait trois. Puis après, c'est comme le reste, hein. Ça reste du gabarit de la coupe et de la couture. C'est pas plus compliqué que de faire un fauteuil. Voilà. Et c'est un marché important, du coup, pour vous, cette partie sellerie? Parce que c'est vrai que c'est Ouais. peu courant, j'imagine. Ben, alors, moi, je me suis lancé là-dedans après la crise de 2008, qui a été un peu difficile pour moi parce que je manquais un peu de travail. Mais oui, c'est un marché. Ici, on voit il y a des personnes qui peuvent posséder 10, 15 véhicules de collection, voire plus.
Et puis, en général, ils ont un budget pour les refaire, ils connaissent les tarifs. Il suffit de répondre à leurs demandes. Ils cherchent vraiment, souvent, la difficulté, c'est de trouver la matière qui correspond le plus à l'origine. Ça, c'est un peu difficile des fois. Mais il y a de plus en plus de fournisseurs spécialisés et c'est à la mode, les voitures de collection. Une dernière question d'avenir. En tant qu'élu du CMA, qu'aimeriez-vous soutenir comme projet pour l'artisanat de l'ameublement des métiers d'art? Alors, je pense que ce qui me tiendrait à cœur, j'en ai parlé plusieurs fois à Patrick, j'aimerais bien que pour la formation initiale, on crée un financement spécial pour les artisans d'art, pour qu'ils aient le temps de former des personnes sur du long terme. Parce que on est sur un système économique, on utilise le même système économique pour les métiers d'art que pour tous les autres métiers. Et pour moi, il faut utiliser un système économique à part pour la formation des personnes. Ça prend trop de temps de former quelqu'un dans les métiers d'art. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on ne forme pas, parce qu'on n'a pas le temps. Et je pense qu'il faudrait aider financièrement, sous forme de subventions, les entreprises et former des personnes en formation initiale, mais sur du long terme. Ça voudrait dire, je pense, une formation de 5 ans. Vous voyez. Mmh. Okay. Voilà. Pour être concret, je pense qu'une formation de 5 ans au minimum, avec des aides financières pour aider des entreprises qui proposeraient un dossier et pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais je pense que ça serait une bonne solution pour faire des artisans pérennes, qualifiés. Et voilà. Les formations sont trop rapides, je trouve, actuellement. Donc un projet à travailler dans ce sens. Oui, un projet, si on pouvait le mettre en œuvre, ça serait bien. Ça fait plusieurs années que j'aimerais faire ça. Peut-être que le jour, ça se fera. Il faut y croire. Merci beaucoup pour cet échange. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver les réalisations d'Antoine sur son site internet besson-tapissier-décorateur.fr et vous pourrez aussi retrouver cette interview sur la chaîne YouTube de l'UNAMA. Nous nous donnons rendez-vous en avril pour un prochain live et vous pouvez d'ores et déjà noter ce rendez-vous, à savoir le 23 avril, puisque nous recevrons Laurent Charlier qui est tapissier. Merci encore, désolée pour le démarrage un peu compliqué et portez-vous bien, à bientôt.